En 1847, dans le comté de Warren, Mississippi, deux sœurs jumelles réduites en esclavage ont cessé de parler le même jour, à la même heure, sans jamais prononcer un mot de plus, jusqu'à leur mort. Ce silence parfait, maintenu pendant 21 années consécutives, a hanté 3 générations de propriétaires terriens et continue de troubler les rares historiens qui ont découvert leur existence dans des registres presque effacés par le temps. Mais ce qui rend leur histoire véritablement inexplicable, ce ne sont pas seulement les années de mutisme absolu, ce sont les dizaines de témoignages documentés affirmant que ces deux femmes, séparées par des distances considérables, semblaient partager quelque chose qui défiait toute explication rationnelle de leur époque. Avant de plonger dans cette histoire aussi étrange qu'inquiétante, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun mystère historique troublant. Et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Maintenant, remontons le cours du Mississippi jusqu'à une époque où certains secrets étaient plus précieux que la vie elle-même, où le silence pouvait devenir une arme plus puissante que tous les mots. Le Mississippi des années 1840 était une terre de contradictions violentes, un endroit où la richesse inimaginable côtoyait la misère la plus absolue, où les discours sur la civilisation et l'honneur masquaient une brutalité systématique. Dans les plaines alluviales qui s'étendaient le long du fleuve, entre Vicksburg et Natchez, des plantations de coton s'étiraient à perte de vue sous un soleil implacable qui, de mai à septembre, transformait ces terres en fournaises. Ces territoires, arrachés aux nations Choctaw quelques décennies plus tôt par des traités inégaux et une violence ouverte, étaient devenus le cœur battant de ce que les propriétaires appelaient avec fierté leur empire agricole. La richesse coulait comme le fleuve lui-même, portée par le labeur de milliers d'hommes et de femmes enchaînés à une terre qui ne leur appartenait pas, qui ne leur appartiendrait jamais. Le comté de Warren concentrait une densité particulièrement élevée de grandes propriétés. La région autour de Walnut Grove, un hameau situé à une quinzaine de kilomètres au nord-est de Vicksburg, comptait une douzaine de domaines appartenant à des familles qui formaient une véritable aristocratie locale. Les Pemberton, les Crawford, les Sutherland, les Caldwell, tous ces noms résonnaient avec autorité dans les cercles de pouvoir de la région. Ces dynasties terriennes se connaissaient toutes, mariaient leurs enfants entre elles, partageaient les mêmes prédicateurs méthodistes ou baptistes, les mêmes médecins itinérants, les mêmes notaires et surtout les mêmes secrets. Car dans ce monde où la fortune reposait sur l'exploitation systématique d'êtres humains réduits au statut de biens meubles, catalogués dans des registres à côté du bétail et des outils agricoles, les secrets étaient nombreux, sombres, et jalousement gardés derrière des façades de respectabilité chrétienne. La plantation Riverside s'étendait sur près de 800 hectares de terres fertiles bordant directement le fleuve Mississippi, propriété de la famille Caldwell depuis 1823, année où Silas Caldwell Senior, père de l'actuel propriétaire, avait acheté ces terres avec l'argent hérité de son beau-père marchand de Charleston. Elle employait 163 personnes, asservies au moment où notre histoire commence. Le domaine se composait de plusieurs zones distinctes. Les champs de coton qui occupaient la majeure partie des terres, des jardins potagers, des vergers, des pâturages pour le bétail, des ateliers de menuiserie et de forge, et naturellement la grande maison, imposante structure de style néo-grec, avec ses colonnes blanches et ses galeries ombragées, d'où l'on pouvait observer l'ensemble de la propriété. Les Caldwell n'étaient pas considérés comme les plus cruels des propriétaires de la région. Distinction douteuse qui revenait généralement aux Crawford, dont la plantation voisine était réputée pour des châtiments d'une brutalité exceptionnelle. Mais cette réputation relative de modération reposait davantage sur la discrétion calculée des Caldwell que sur une quelconque humanité véritable. Silas Caldwell, le patriarche, était un homme de 52 ans qui gérait son domaine avec la précision méticuleuse d'un comptable et la froideur méthodique d'un marchand de bétail. Il tenait des registres détaillés de chaque personne asservie, notant leur valeur monétaire, leur capacité de travail, leur état de santé, leur potentiel reproductif.
Pour lui, l'esclavage n'était pas tant une question morale qu'une simple réalité économique qu'il fallait optimiser. Sa femme, Margaret, issue d'une famille de Charleston en Caroline du Sud, maintenait les apparences de piété et de dignité qui convenaient à son rang. Elle supervisait les travaux domestiques, instruisait les jeunes esclaves de maison dans les manières qu'elle jugeait appropriées et présidait les réunions de charité où les dames de la société locale discutaient de leurs œuvres pieuses tout en sirotant du thé importé servi dans de la porcelaine fine. Cette façade de civilisation raffinée permettait à Margaret et à ses semblables d'ignorer, ou du moins de ne jamais mentionner ouvertement, les réalités sordides sur lesquelles reposait leur mode de vie confortable. C'est dans les quartiers des esclaves, une rangée de 23 cabanes en bois de cyprès alignées au nord de la grande maison, suffisamment loin pour que les bruits et les odeurs n'incommodent pas les résidents blancs, mais suffisamment près pour permettre une surveillance constante, que vivaient Dinah et Judith. Ces deux sœurs jumelles étaient nées en 1828 sur cette même plantation, dans une de ces cabanes où s'entassaient parfois 6 ou 7 personnes dans un espace à peine plus grand qu'une écurie. Elles étaient filles d'une femme nommée Ruth, qui travaillait au champ depuis l'âge de 12 ans, et d'un père dont le nom n'apparaît dans aucun registre, omission qui suggère plusieurs possibilités, toutes également troublantes dans le contexte de l'époque. Dès leur plus jeune âge, alors qu'elles n'étaient encore que des enfants accomplissant de petites tâches autour des cabanes, Dinah et Judith avaient manifesté une ressemblance troublante qui allait bien au-delà du physique. Certes, leurs visages étaient presque identiques, au point que même les contremaîtres qui les voyaient quotidiennement se trompaient parfois en les appelant. Mais c'était leur comportement synchronisé qui frappait le plus les observateurs. Elles marchaient du même pas, avec la même légère inclinaison de la tête. Elles terminaient les phrases l'une de l'autre avec une fluidité naturelle. Elles semblaient parfois communiquer par de simples regards, leurs yeux se rencontrant brièvement avant qu'elles ne se mettent simultanément à accomplir une tâche sans qu'aucun mot n'ait été échangé. Cette complicité étrange avait été remarquée et commentée par plusieurs personnes au fil des années, mais dans un monde où tant de choses plus urgentes et plus cruelles réclamaient l'attention, ce n'était qu'une curiosité mineure, un sujet de conversation occasionnel qui ne méritait guère qu'on s'y attarde. À 19 ans, en 1847, les jumelles étaient devenues des travailleuses appréciées pour leur efficacité silencieuse et leur fiabilité. On les assignait généralement ensemble aux mêmes tâches, car l'expérience avait montré qu'elles travaillaient mieux de cette façon. Pendant les longues saisons de croissance et de récolte du coton, qui s'étendaient du printemps jusqu'aux premières gelées, elles passaient leurs journées courbées dans les champs, leurs doigts devenant calleux et ensanglantés à force de cueillir les capsules épineuses. Pendant l'hiver, on leur assignait des travaux domestiques légers dans la grande maison. Lessive, couture, nettoyage des pièces secondaires. Leur proximité était telle que Silas Caldwell, homme pragmatique malgré tout, avait cessé de tenter de les séparer après que plusieurs tentatives eurent résulté en une baisse notable de productivité de la part des deux sœurs, qui semblaient dépérir quand on les éloignait l'une de l'autre. Le matin du 23 mars 1847 était un mardi ordinaire, en apparence semblable aux centaines d'autres matins qui l'avaient précédé. L'aube s'était levée dans une brume légère qui montait du fleuve, enveloppant la plantation d'une humidité poisseuse qui collait à la peau et imprégnait les vêtements d'une moiteur désagréable. Les jumelles s'étaient levées comme à l'accoutumée, réveillées par la cloche que l'on sonnait avant le lever du soleil pour signaler le début de la journée de travail. Elles avaient pris le maigre petit déjeuner de bouillie de maïs que l'on distribuait dans les quartiers, une nourriture monotone et insuffisante qui constituait l'essentiel de leur alimentation, et s'étaient dirigées vers les champs où l'on préparait déjà les terres pour la nouvelle saison de culture. La routine de la plantation suivait un rythme immuable, dicté par les saisons et les impératifs de la culture du coton.
Mars marquait le début de la période de préparation intensive des champs, quand il fallait retourner la terre, réparer les sillons endommagés par l'hiver, épandre le fumier qui servirait d'engrais. C'était un travail épuisant, physiquement exigeant, qui laissait les corps meurtris et les mains lacérées. Mais c'était aussi un moment où, paradoxalement, une certaine forme de communauté pouvait se manifester parmi les travailleurs, réunis dans les champs, échangeant parfois quelques mots ou chansons de travail quand les contremaîtres n'étaient pas trop proches. Personne, ce matin-là, ne pouvait imaginer que cette journée ordinaire allait marquer le début d'un mystère qui entrait la plantation pendant plus de 2 décennies. Vers 10 heures ce matin-là, alors que le soleil avait déjà dissipé la brume matinale et commençait à chauffer l'air humide, Ezra Thompson, le contremaître blanc de Riverside, était venu inspecter les travaux de préparation des champs. Thompson était un homme sec et nerveux de 38 ans, avec un visage anguleux marqué par des années d'exposition au soleil et une disposition permanente à la méfiance. Il avait grandi pauvre dans les collines rocailleuses du nord du Mississippi, fils d'un fermier qui avait échoué à prospérer, et son poste de contremaître représentait pour lui une ascension sociale précaire qu'il défendait avec une vigilance parfois excessive. Connu pour sa rigueur mais aussi pour des accès de violence imprévisibles qui surgissaient sans avertissement comme des orages d'été, Thompson incarnait le type d'homme que le système esclavagiste produisait régulièrement. Ni particulièrement cruel par nature, ni particulièrement compatissant, mais déformé par un rôle qui exigeait de lui une dureté constante pour maintenir son autorité précaire. En passant près de la section où travaillaient Dina et Judith, inspectant l'alignement des sillons et la qualité du travail accompli, il remarqua que les 2 sœurs semblaient échanger des murmures au lieu de se concentrer uniquement sur leurs tâches. Dans l'absolu, ce n'était pas inhabituel. Les gens qui travaillaient ensemble parlaient naturellement, échangeaient des commentaires, se soutenaient mutuellement à travers les longues heures de labeur physique. Mais quelque chose dans l'attitude des jumelles ce matin-là attira l'attention négative de Thompson. Peut-être leur tête trop rapprochée, leur voix trop basse, donnant l'impression d'un secret partagé qui l'excluait, lui et son autorité. Ce qui se passa ensuite fut rapporté de manière fragmentaire, mais globalement cohérente par plusieurs témoins présents ce jour-là. Thompson s'approcha des jumelles avec cette démarche raide et délibérée qu'il adoptait quand il voulait affirmer sa présence, et selon Samuel, un homme âgé de près de 60 ans qui travaillait dans le champ adjacent et qui avait vu défiler plusieurs contremaîtres au cours de sa longue vie à Riverside, leur ordonna de cesser de bavarder et de travailler en silence. Sa voix portait cette inflexion particulière de menace, contenue que tous connaissaient et redoutaient. Les sœurs obéirent immédiatement, sans discuter ni même lever les yeux vers lui, baissant la tête dans ce geste de soumission qu'elles avaient appris dès l'enfance et reprenant leur labeur avec une application visible, leurs mains creusant la terre avec une régularité mécanique. Dans des circonstances normales, l'incident se serait terminé là. Mais Thompson, peut-être de mauvaise humeur ce jour-là pour des raisons que personne ne connaissait ni n'osait demander, ou peut-être animé par quelque ressentiment obscur que personne ne put jamais expliquer clairement, ne s'éloigna pas comme il l'aurait normalement fait après avoir réaffirmé son autorité. Il resta là, planté à quelques pas des jumelles, les bras croisés sur sa poitrine, à les observer pendant plusieurs minutes qui durent sembler interminables aux 2 femmes. Il scrutait chacun de leurs gestes avec une attention minutieuse et hostile, cherchant peut-être une erreur, un prétexte, quelque chose qui justifierait sa présence continue et son attitude menaçante. Cette surveillance oppressante mettait mal à l'aise même les autres travailleurs des champs voisins, qui reconnaissaient dans le comportement de Thompson les signes avant-coureurs d'une explosion de violence dont ils avaient tous été témoins à divers moments. Puis, sans avertissement apparent, sans qu'aucune provocation réelle n'ait eu lieu, Thompson fit 3 pas rapides vers les sœurs et s'approcha de Judith, qui se trouvait être la plus proche de lui à ce moment-là.
Il lui saisit brutalement le bras gauche, ses doigts s'enfonçant dans la chair avec une force qui laissa des marques bleues visibles pendant plusieurs jours et l'accusa d'avoir ralenti son rythme de travail, ce qui était manifestement faux aux yeux de tous les présents, qui avaient observé les jumelles travailler avec leur efficacité habituelle. Dina, obéissant à un instinct protecteur aussi naturel que la respiration, fit un pas vers sa sœur. Ce n'était pas une tentative de confrontation, pas un geste d'insolence délibéré. C'était simplement le mouvement automatique d'une personne qui voit quelqu'un qu'elle aime en danger. Mais dans le contexte rigide de la hiérarchie de la plantation, où même le plus petit geste d'un esclave envers un blanc pouvait être interprété comme une menace à l'ordre établi, ce simple pas déclencha une réaction disproportionnée chez Thompson. Il repoussa Judith violemment, la faisant trébucher en arrière et tomber lourdement dans la terre fraîchement retournée, ses mains plongeant dans le sol humide pour amortir sa chute. Puis Thompson se tourna vers Dina avec une rage soudaine dans les yeux, une colère qui parut excessive et presque déconnectée de la situation réelle à plusieurs témoins qui la décrivirent plus tard comme presque démoniaque dans son intensité. C'était comme si quelque chose en lui s'était brisé, libérant une violence qui n'avait rien à voir avec la discipline ou le maintien de l'ordre, mais relevait d'une frustration plus profonde, plus personnelle. Thompson saisit Dina par les deux épaules et la secoua avec force, ses mains agrippant le tissu grossier de sa robe, hurlant des accusations incohérentes sur l'insubordination, le manque de respect, la nécessité de leur apprendre leur place. Sa voix montait en volume et en hystérie, attirant l'attention d'autres travailleurs dans les champs environnants qui levèrent prudemment la tête pour observer la scène tout en continuant mécaniquement leurs gestes de travail, n'osant pas s'arrêter complètement. Judith se releva immédiatement, ses vêtements souillés de terre, pour venir en aide à sa sœur. Mais Thompson la repoussa de nouveau avec un mouvement violent du bras qui la fit retomber. C'est alors que Joshua, le chef d'équipe noire qui supervisait ce secteur sous les ordres directs de Thompson, et qui occupait cette position délicate d'intermédiaire entre les esclaves et le pouvoir blanc, intervint avec toute la prudence dont il était capable, s'approchant avec des gestes apaisants, suggérant respectueusement, avec la déférence extrême que sa position précaire exigeait, que les jumelles retournent au travail et que l'incident soit considéré comme clos, que la leçon avait été donnée et comprise. Thompson, le visage cramoisi et les veines de son cou gonflées par la rage, fixa Joshua pendant un long moment qui sembla se prolonger indéfiniment. Puis, aussi soudainement que sa colère était apparue, elle se transforma en quelque chose de plus froid, de plus calculé. Un sourire lent se dessina sur ses lèvres, un sourire qui glaça le sang des personnes présentes, parce qu'il signalait non pas un apaisement, mais une décision prise, une punition choisie, qui serait peut-être pire que la violence physique immédiate. Thompson annonça alors, avec une voix redevenue calme mais chargée de malveillance, que Dina et Judith seraient séparées dès le lendemain matin. Ce n'était pas une suggestion, c'était un décret. Dina serait envoyée travailler dans les écuries, à l'autre extrémité de la plantation, loin des champs et loin de sa sœur. Judith resterait où elle était, sous sa surveillance directe. Cette séparation, décréta-t-il en regardant les deux femmes avec satisfaction, leur apprendrait à se concentrer sur leur travail plutôt que sur leur bavardage de sœurs, leur enseignerait que leur relation ne comptait pour rien face à l'autorité de leur supérieur. Le reste de la journée se déroula dans un silence pesant et oppressant, qui sembla s'étendre bien au-delà des jumelles pour affecter toute la section du champ. Les autres travailleurs, conscients qu'ils avaient assisté à quelque chose de cruel même selon les standards habituels de la plantation, échangèrent des regards discrets, mais n'osaient faire aucun commentaire à voix haute. Dina et Judith terminèrent leur travail sans échanger un seul mot, sans même se regarder directement, comme si elles avaient instinctivement compris que toute manifestation de leur proximité ne ferait qu'aggraver leur situation. Mais tous ceux qui les observèrent attentivement ce jour-là, et plusieurs personnes le firent, avec une attention inhabituelle, sachant ce qui les attendait le lendemain, remarquèrent quelque chose d'étrange et de troublant dans leur attitude. Ce n'était pas de la peur ordinaire,
celles qu'on pouvait lire sur les visages de personnes punies ou menacées. Ce n'était même pas de la résignation, cette acceptation amère mais pragmatique du sort qu'imposait le système. C'était quelque chose de différent, de plus profond, de plus déconcertant. Une sorte de calme absolu, presque surnaturel, comme si une décision silencieuse et définitive avait été prise entre elles. Une décision dont la nature et les implications échappaient complètement aux observateurs extérieurs. Le soir venu, quand la cloche sonna à la fin de la journée de travail et que les gens retournèrent épuisés vers les cabanes pour le repas du soir et quelques heures de repos avant que tout ne recommence. Dans la cabane que Dina et Judith partageaient avec 4 autres femmes, les 2 sœurs s'assirent côte à côte sur leur paillasse commune, ce mince matelas de paille usé qui constituait leur unique espace personnel dans le monde. Anna, une femme plus âgée qui vivait avec elle depuis des années et qui avait développé pour les jumelles une affection presque maternelle, raconta plus tard qu'elle avait vu les 2 sœurs se tenir les mains pendant des heures, assises parfaitement immobiles dans la pénombre de la cabane éclairée seulement par une bougie vacillante, leurs regards fixés droit devant elles dans le vide, leurs lèvres remuant silencieusement et continuellement, comme si elles récitaient une prière interminable ou un serment que personne d'autre ne pouvait entendre ni comprendre. Les autres femmes de la cabane, mal à l'aise devant cette scène étrange, tentèrent d'abord de leur parler, de les consoler, de leur offrir les mots de réconfort limités qu'elles pouvaient donner face à l'injustice quotidienne de leur existence. Mais Dina et Judith ne répondirent pas, ne réagirent même pas à leur voix. Elles restèrent dans leur transe silencieuse jusqu'à ce que la fatigue physique finisse par les emporter et qu'elles s'endorment, toujours serrées l'une contre l'autre, leurs mains toujours jointes. Le lendemain matin, mercredi 24 mars, quand Joshua vint chercher Dina peu après l'aube pour l'emmener aux écuries où elle commencerait sa nouvelle affectation, elle se leva sans résistance, sans protestation, avec une docilité qui était plus troublante qu'une rébellion ouverte aurait pu l'être. Les 2 sœurs se regardèrent une dernière fois avant que Dina ne franchisse le seuil de la cabane. Ce regard dura peut-être 5 secondes, peut-être 10. Aucun mot ne fut échangé. Aucune expression dramatique ne traversa leur visage. Mais quelque chose passa entre elles dans ce moment. Quelque chose d'aussi tangible qu'un courant électrique. Quelque chose que tous les témoins présents ressentirent sans pouvoir le nommer ni l'expliquer. Une connexion si intense qu'elle semblait charger l'air ambiant d'une tension palpable. À partir de cet instant précis, 8h23 du matin selon l'horloge de la grande maison que Joshua avait consultée par habitude en passant devant, ni Dina ni Judith ne prononcèrent plus jamais un seul mot pour le reste de leur vie. Les premiers jours du silence des jumelles furent attribués à un chagrin compréhensible causé par leur séparation forcée. C'était une explication rassurante qui permettait à chacun de comprendre leur comportement dans un cadre familier d'émotions humaines ordinaires. Après tout, les sœurs avaient été inséparables depuis leur naissance, partageant non seulement le même espace physique mais aussi, semblait-il, un monde intérieur commun. Qu'elles soient profondément affectées par leur séparation paraissait naturel, presque inévitable. Anna et les autres femmes de la cabane tentèrent pendant ces premiers jours de consoler Judith, de l'encourager à parler, lui apportant de petits gestes de gentillesse, comme une portion supplémentaire de nourriture ou un morceau de tissu propre pour s'essuyer le visage. Elle lui parlait doucement le soir, partageant des histoires, des souvenirs, essayant de percer le mur de silence qu'elle avait érigé autour d'elle. Mais Judith se contentait de hocher la tête ou de secouer la tête pour répondre aux questions les plus simples, ses lèvres restant obstinément closes. Ses yeux cependant restaient expressifs, reconnaissant même pour l'attention qu'on lui portait, mais son mutisme demeurait absolu. Aux écuries, situées à près de 200 mètres des cabanes, dans un ensemble de bâtiments en bois qui abritaient les chevaux de travail, les mules et l'équipement agricole, les hommes qui travaillaient avec Dina rapportèrent exactement le même comportement. Caleb, un homme d'une 40aine d'années qui s'occupait principalement des chevaux depuis plus de 20 ans, essaya plusieurs fois d'engager la conversation avec la nouvelle venue,
lui expliquant les tâches qu'elle devrait accomplir, lui montrant où se trouvaient les outils, comment s'y prendre pour nettoyer les stalles efficacement. Dina acquiesçait, suivait ses instructions avec précision, mais ne prononçait aucun mot. Au bout d'une semaine, le silence des jumelles commença à inquiéter certaines personnes. Ezra Thompson lui-même, qui avait initialement considéré leur mutisme comme une simple bouderie infantile qui passerait avec le temps, commença à trouver la situation troublante et potentiellement problématique. Un esclave qui refusait de parler pouvait être perçu comme un signe de rébellion, même silencieuse, et Thompson savait que laisser une telle insubordination s'installer sans réaction pourrait miner son autorité. Il ordonna donc aux jumelles, lors de visites séparées aux écuries et aux champs, de parler immédiatement, menaçant de punitions progressivement plus sévères si elles continuaient ce qu'il qualifiait avec une irritation croissante d'insolence silencieuse. Mais ni les menaces, ni les châtiments légers, des privations de nourriture, des heures de travail supplémentaires, des réprimandes publiques humiliantes, ne produisirent le moindre son de leurs lèvres. Dina et Judith continuaient de travailler avec leur efficacité habituelle, obéissaient aux ordres en les exécutant immédiatement et correctement, communiquaient leurs réponses par gestes clairs et univoques, mais restaient absolument muettes. Cette obéissance silencieuse était en quelque sorte plus dérangeante qu'une rébellion ouverte aurait pu l'être, car elle ne donnait aucune prise, aucun prétexte clair pour une punition plus sévère. Au bout de 2 semaines, Silas Caldwell, informé de la situation par Thompson, décida de faire appel au docteur Alistair Pemberton pour examiner les 2 femmes. Pemberton était le médecin attitré de la plantation, un praticien d'une 60aine d'années qui avait été formé à Philadelphie dans sa jeunesse avant de s'installer dans le Sud pour des raisons qu'il n'expliquait jamais clairement. C'était un homme aux manières posées, au regard intelligent derrière ses lunettes rondes, qui traitait ses patients esclaves avec une courtoisie professionnelle inhabituelle, tout en acceptant sans commentaire le système qui en faisait des propriétés humaines. Cette contradiction morale, qu'il ne semblait jamais examiner ouvertement, était typique de nombreux blancs éduqués du Sud qui parvenaient à compartimenter leurs croyances pour vivre confortablement avec les incongruités de leur société. Pemberton examina Dina et Judith séparément, dans 2 pièces différentes de la grande maison, à plusieurs heures d'intervalle, pour s'assurer qu'elles ne puissent en aucun cas communiquer ou coordonner leur comportement. Il vérifia minutieusement leur gorge, en leur demandant d'ouvrir grand la bouche et en utilisant une spatule en bois pour examiner leur cavité buccale. Il palpa leur larynx de l'extérieur, cherchant des anomalies structurelles. Il leur demanda de tousser, de faire des bruits respiratoires, d'avaler de l'eau. Il testa leurs réflexes, leur audition, leur compréhension des instructions. Toutes les réponses qu'il put obtenir venaient sous forme de gestes ou de réactions physiques involontaires, qui démontraient clairement que leur compréhension était intacte et que leur mécanisme physiologique de base fonctionnait normalement. Physiquement, conclut-il dans son rapport écrit à Silas Caldwell, rapport qu'il rédigea soigneusement ce soir-là dans son cabinet, les 2 femmes étaient parfaitement capables de parler. Leurs organes vocaux ne présentaient aucune anomalie détectable, aucune blessure ancienne ou récente, aucune malformation congénitale, aucune inflammation, aucun obstacle physique qui pourrait expliquer leur silence. La capacité physiologique de produire la parole était incontestablement présente chez les 2 sœurs. Leur mutisme devait donc être, selon son diagnostic prudent, de nature psychologique ou volontaire plutôt que physique. Cette conclusion, loin de rassurer qui que ce soit, ne fit qu'approfondir le malaise qui commençait à s'installer autour des jumelles comme une brume persistante. La question que tout le monde se posait maintenant était plus troublante que celle d'une simple maladie physique. Comment 2 sœurs, séparées physiquement et examinées indépendamment, sans aucune possibilité de communication entre elles depuis leur séparation initiale, pouvaient-elles présenter exactement le même mutisme volontaire parfaitement synchronisé? Les cabanes où logeaient Judith et les écuries où travaillait Dina se trouvaient à près de 200 mètres l'une de l'autre, suffisamment loin pour que même des cris ne puissent porter d'un endroit à l'autre. De plus, leurs horaires de travail avaient été délibérément décalés par Thompson pour s'assurer qu'elles ne se croisent jamais
même de loin, même par hasard. Pourtant, leur silence était parfaitement synchronisé, leur comportement rigoureusement identique, leur réaction aux tentatives de les faire parler exactement parallèles. Au fil des semaines puis des mois, les rumeurs commencèrent à circuler dans les quartiers des esclaves avec cette intensité particulière que prennent les histoires quand elles touchent à quelque chose d'inexplicable. Certains disaient que les jumelles avaient fait un pacte avec quelque puissance invisible pendant cette nuit passée à se tenir les mains avant leur séparation. D'autres murmuraient qu'elles avaient été maudites par une vieille femme venue de Louisiane, où les pratiques vaudou héritées d'Haïti et de l'Afrique de l'Ouest étaient encore courantes et respectées. Quelques-uns suggéraient que le silence des sœurs était une forme de magie africaine transmise secrètement de génération en génération, un pouvoir ancestral que les maîtres blancs ne pouvaient comprendre ni briser parce qu'il appartenait à un monde spirituel auquel ils n'avaient pas accès. Mais Hannah, qui connaissait les jumelles depuis leur enfance et qui avait passé d'innombrables soirées à les observer grandir dans la cabane qu'elles partageaient toutes, offrait une explication différente à ceux qui voulaient vraiment l'entendre. Selon elle, dans ces moments où elle acceptait de partager ses réflexions avec quelques femmes de confiance, Dina et Judith avaient simplement décidé que les mots appartenaient au monde des maîtres, ce monde de commandements, de menaces, de transactions commerciales où des êtres humains étaient achetés et vendus comme du bétail. En refusant de parler, expliquait Anna avec une sagesse née de décennies d'observation patiente, elle se retirait dans un espace intérieur où personne ne pouvait les atteindre ni les posséder complètement. On pouvait posséder leur corps, leur temps, leur travail, mais pas cette partie d'elle-même qui s'était réfugiée dans le silence. Leur mutisme n'était pas une malédiction extérieure, mais un sanctuaire qu'elles avaient construit de leur propre volonté. Cette interprétation, aussi poétique et séduisante fût-elle, ne satisfaisait pas tout le monde, car le silence des jumelles avait quelque chose d'absolu, de presque surnaturel dans sa perfection impeccable. Pendant les mois et les années qui suivirent, pas une seule fois, elle ne pousserait un cri de douleur lorsqu'elle se blessait au travail, ce qui arrivait régulièrement comme pour tous les travailleurs. Aucun gémissement ne leur échappait quand elles étaient malades ou épuisées. Aucun soupir audible ne trahissait leurs émotions. Même dans le sommeil, rapportaient leurs compagnes de cabane et les hommes qui dormaient dans les quartiers proches des écuries, elles ne parlaient jamais, alors que tant d'autres murmuraient des rêves ou criaient dans leurs cauchemars, libérant dans l'inconscience ce qu'ils devaient taire pendant le jour. En 1849, 2 ans après le début de leur silence obstiné, Ruth, la mère des jumelles, tomba gravement malade. C'était une pneumonie qui s'était déclarée après qu'elle eût été surprise par une pluie froide de mars pendant qu'elle travaillait au champ, ses vêtements trempés lui collant à la peau pendant des heures avant qu'elle ne puisse se changer. La maladie s'aggrava rapidement malgré les tentatives rudimentaires de soins prodigués par Pemberton, qui disposait de peu de moyens efficaces contre les infections pulmonaires graves. La fièvre montait, la toux devenait de plus en plus pénible, la respiration de plus en plus laborieuse. Dans les derniers jours de sa vie, sachant qu'elle ne se rétablirait pas, Ruth fut autorisée par une concession inhabituelle de Margaret Caldwell, qui pouvait occasionnellement faire preuve d'une certaine humanité distante, à voir ses filles. On amena Dina et Judith à son chevet dans la petite infirmerie des esclaves, une cabane isolée légèrement à l'écart des autres, où l'on gardait les malades contagieux pour éviter que leur maladie ne se propage et ne décime la main-d'œuvre, causant des pertes économiques à la plantation. Plusieurs personnes étaient présentes ce jour-là et témoignèrent plus tard de la scène déchirante qui se déroula. Ruth, affaiblie par la fièvre qui consumait son corps et par la toux qui déchirait ses poumons, se redressa légèrement sur sa paillasse avec l'aide de Hannah et tendit ses mains tremblantes vers ses filles. Elle leur parla longuement, sa voix à peine audible, entrecoupée de quintes de toux douloureuses, leur demandant avec une intensité désespérée de lui parler une dernière fois,
de prononcer ne serait-ce qu'un seul mot pour apaiser son cœur de mère avant qu'elle ne parte rejoindre ses ancêtres. Elle leur rappelait leur enfance, les berçait avec des souvenirs, leur disait tout son amour, les suppliait de ne pas la laisser mourir dans ce silence. Dina et Judith s'agenouillèrent de chaque côté du lit étroit, prenant chacune une main de leur mère mourante. Des larmes coulaient abondamment sur leurs joues, traçant des sillons humides sur leur peau. Leur corps tremblait, visiblement d'émotion. On pouvait voir à leurs visages contractés qu'elles étaient déchirées intérieurement. Mais leurs lèvres, malgré tout, restèrent absolument closes. Ruth mourut le lendemain à l'aube, sans avoir entendu la voix de ses filles une dernière fois, emportant avec elle le chagrin de cette absence finale. Cet événement marqua profondément non seulement les jumelles elles-mêmes, mais toute la communauté des esclaves de Riverside. Beaucoup considérèrent que si les sœurs n'avaient pas brisé leur silence même pour leur mère mourante qui les implorait avec ses dernières forces, alors leur mutisme était effectivement quelque chose d'absolu, quelque chose qui dépassait l'entendement ordinaire et les obligations familiales les plus sacrées. Ce n'était plus simplement de l'entêtement ou une forme de protestation. C'était un engagement si profond qu'il primait même sur l'amour filial et le désir naturel de consoler une mère agonisante. Certains commencèrent à les éviter activement, mal à l'aise devant cette détermination qu'ils percevaient comme inhumaine dans sa rigidité absolue. D'autres, au contraire, développèrent pour elles une forme de respect mêlé de crainte, les voyant comme des êtres qui avaient accédé à un niveau de volonté et de contrôle de soi qui dépassait ce dont les personnes ordinaires étaient capables. Les jumelles devinrent des figures à part dans la communauté, ni complètement intégrées, ni complètement exclues, entourées d'un halo de mystère qui grandissait avec chaque mois de silence maintenu. Les années passèrent dans cette routine étrange. Silas Caldwell mourut en 1852 d'une attaque cérébrale et son fils aîné, Richard Caldwell, hérita de la plantation. Richard, âgé de 30 ans, avait été éduqué dans le Nord et revenait avec des idées qu'il qualifiait de progressistes sur la gestion des esclaves. Il licencia Ezra Thompson, dont la réputation de cruauté était devenue embarrassante, et le remplaça par un contremaître plus jeune nommé William Garrett. Garrett, curieux de connaître l'histoire de tous les travailleurs sous sa supervision, découvrit rapidement le cas des jumelles silencieuses. Il demanda à Richard Caldwell la permission de tenter une approche différente avec elles. Au lieu de les punir ou de les menacer, il leur offrit de petites récompenses pour chaque jour de travail bien fait. Il leur parlait avec respect, leur posait des questions auxquelles elles pouvaient répondre par oui ou non. Cette stratégie ne brisa pas leur silence, mais établit une communication fonctionnelle. Dina et Judith répondaient gestuellement, participaient aux tâches collectives, continuaient de travailler avec efficacité. Mais elles ne parlaient toujours pas. En 1856, une épidémie de fièvre typhoïde frappa la plantation. Plusieurs personnes moururent, dont un enfant qui partageait la cabane de Judith. Pendant toute l'épidémie, les jumelles, qui auraient dû être parmi les plus exposées, ne tombèrent jamais malades. Cette immunité apparente fut interprétée de multiples façons. Certains y virent la preuve que les sœurs étaient protégées par quelque force mystérieuse. D'autres suggéraient qu'elles avaient simplement une constitution robuste. Mais l'explication rationnelle ne dissipait pas entièrement le sentiment de mystère. En 1857, 10 ans après le début de leur silence, un visiteur arriva à la plantation Riverside qui allait changer la nature de l'énigme entourant les jumelles. Le révérend Josiah Blackburn, un prédicateur méthodiste itinérant, fut invité par Margaret Caldwell. Blackburn était un homme de 45 ans aux manières douces et au regard pénétrant. Il avait la réputation d'être efficace dans le salut des âmes perdues. Margaret lui parla du cas des jumelles silencieuses, espérant qu'une intervention religieuse pourrait résoudre ce mystère persistant. Le révérend passa 3 jours à Riverside. Dina et Judith furent parmi ceux qu'il rencontra séparément dans la petite chapelle de la plantation. Ce qui se passa exactement ne fut jamais divulgué publiquement.
Cependant, après son départ, Blackburn écrivit une longue lettre à Margaret Caldwell. Cette lettre, retrouvée dans les archives familiales plus d'un siècle plus tard, offre un aperçu troublant. Blackburn écrivait qu'il avait tenté par tous les moyens spirituels d'encourager les jumelles à parler. Ni Dina ni Judith n'avaient réagi. Ce qui troublait le plus Blackburn, c'était une impression qu'il avait eue lors de ces entretiens. Il avait le sentiment que les jumelles communiquaient entre elles, malgré leur séparation physique, comme si leurs pensées traversaient les murs. Cette sensation n'avait aucun fondement rationnel, mais elle était si forte qu'il en avait perdu plusieurs fois le fil de son discours. Blackburn concluait en suggérant que le silence des jumelles n'était peut-être pas une question de volonté individuelle, mais quelque chose de plus complexe, lié à leur nature gémellaire. Mais il ajoutait qu'il valait mieux accepter le mystère comme une manifestation de la volonté impénétrable de Dieu. Cette lettre circula discrètement parmi l'élite des planteurs. Elle attira l'attention du docteur Cornelius Ashton, un médecin de Natchez qui s'intéressait aux phénomènes médicaux inhabituels. En 1858, Ashton obtint la permission d'examiner les jumelles et de mener une série d'expériences. Les expériences d'Ashton, documentées dans son journal, durèrent 2 semaines. Il tenta divers stimuli destinés à provoquer une réaction vocale. Aucune tentative ne produisit le moindre son. Plus intrigante encore, Ashton tenta une expérience élaborée. Il fit venir Dina dans une pièce sans explication. Puis, hors de portée auditive, il fit administrer à Judith une piqûre douloureuse à l'avant-bras. Au moment où l'aiguille perça la peau de Judith, Dina porta instinctivement sa main à son propre avant-bras, au même endroit. Ashton répéta l'expérience en inversant l'ordre, avec les mêmes résultats. Troublé mais toujours sceptique, le médecin chercha des explications alternatives. Même après avoir pris des précautions supplémentaires, le phénomène persistait. Dans son journal, Ashton écrivit qu'il se trouvait confronté à quelque chose qui défiait ses cadres conceptuels. Il évoquait les théories du magnétisme animal, les spéculations sur les fluides nerveux, mais rien ne fournissait d'explication satisfaisante. Finalement, Ashton conclut que les jumelles partageaient une forme de connexion physiologique inexpliquée, peut-être liée à leur développement embryonnaire commun. Il suggérait que leur mutisme pouvait être une manifestation de cette connexion. Ashton publia un article dans le Southern Medical Journal en 1859, intitulé « Sur un cas remarquable de mutisme volontaire synchronisé chez des sœurs jumelles ». L'article attira une attention modérée dans les cercles médicaux. Mais pour la communauté de Riverside, l'article scientifique ne changeait rien. Dina et Judith continuaient leur vie silencieuse, maintenant entre elles une connexion que personne ne pouvait pénétrer. La guerre civile américaine éclata en 1861. Le Mississippi rejoignit la Confédération et la vie à Riverside fut profondément affectée. Richard Caldwell s'engagea dans l'armée confédérée, laissant sa mère Margaret et sa jeune épouse Emily gérer la plantation. La guerre apporta des privations, de l'incertitude et une tension constante. De nombreux esclaves fuirent vers les lignes de l'Union. Riverside perdit près du tiers de sa main-d'œuvre entre 1860 et 1863. Dina et Judith ne tentèrent jamais de s'enfuir. Hannah offrait une explication plausible. Les jumelles étaient tellement liées l'une à l'autre que l'idée de la séparation définitive que pourrait entraîner une fuite ratée les terrifiait plus que l'esclavage. En juillet 1863, les forces de l'Union assiégèrent Vicksburg. Le siège dura 47 jours. La plantation Riverside échappa aux destructions directes, mais le passage des troupes marqua profondément tous les habitants. C'est pendant cette période qu'un incident lia à jamais le destin des jumelles à un nouveau mystère. Un soir de septembre 1863, William Garrett, le contremaître, fut retrouvé mort dans les écuries. Il avait été frappé à la tête avec un objet contondant. Le meurtre provoqua une panique. L'idée qu'un esclave ait pu tuer un homme blanc était terrifiante pour les propriétaires et dangereuse pour la communauté noire. Une enquête fut menée par le shérif Clayton Foster.
Les témoignages ne permirent pas d'identifier un coupable. Ce qui troubla l'enquête fut le témoignage de Moses, qui avait découvert le corps. Moses affirma avoir vu Dina quitter les écuries peu avant. Interrogée, Dina admit être allée aux écuries pour récupérer un harnais. Elle n'avait rien vu d'inhabituel. Mais quelque chose dans son attitude inquiéta Foster. Il interrogea également Judith, qui travaillait à 1 kilomètre des écuries. Les réponses gestuelles de Judith furent parfaitement cohérentes avec celles de sa sœur. Trop cohérentes. Comment Judith pouvait-elle savoir exactement ce que Dina avait dit si elle n'avait pas communiqué? Face à l'impossibilité de prouver quoi que ce soit, Foster clôtura l'affaire en la qualifiant de meurtre commis par un inconnu profitant du chaos de la guerre. Au sein de Riverside, des doutes persistaient. Certains croyaient que Dina avait tué Garrett, peut-être en légitime défense. D'autres pensaient qu'elle était innocente, mais que son silence la rendait suspecte. Quelques-uns murmuraient des théories plus étranges, que les jumelles partageaient non seulement leurs pensées, mais aussi leurs actions. La guerre se termina en avril 1865 avec l'émancipation. Mais la liberté, dans le chaos de la reconstruction, était précaire. Dinah et Judith restèrent à Riverside, travaillant comme employés salariés. En 1867, Richard Caldwell mourut de tuberculose. La plantation passa sous le contrôle de sa veuve Emily et de Margaret. C'est alors qu'un nouveau personnage entra en scène, quelqu'un qui allait jouer un rôle crucial dans l'épilogue de l'histoire des jumelles. Le révérend Abraham Turner était un prédicateur noir qui avait été lui-même réduit en esclavage jusqu'à l'émancipation. Formé clandestinement à la lecture par un maître bienveillant en Virginie, Turner avait développé un don exceptionnel pour l'oratoire et la théologie. Après la guerre, il parcourait le Sud en aidant les communautés noires nouvellement libérées à s'organiser, à créer des écoles et à établir des églises indépendantes. Turner arriva dans la région de Walnut Grove en octobre 1862 avec le projet d'établir une église baptiste pour la population noire locale. Il loua une petite parcelle de terre et commença à organiser des assemblées le dimanche. Sa réputation d'homme sage et compatissant se répandit rapidement, et bientôt des gens venaient de plusieurs plantations environnantes pour l'entendre prêcher. Anna, maintenant âgée de près de 70 ans, parla à Turner des jumelles silencieuses. Elle lui demanda si, avec sa foi et sa compréhension, il pourrait peut-être réussir là où tous les autres avaient échoué. Turner accepta de rencontrer Dina et Judith. Ce qui se passa lors de cette rencontre fut rapporté plus tard par Turner lui-même dans une lettre adressée à un collègue prédicateur de Memphis. Cette lettre, conservée dans les archives de l'église baptiste de Memphis, offre le témoignage le plus détaillé et le plus réfléchi que nous possédions sur les dernières années des jumelles. Turner écrivait qu'il avait rencontré les sœurs un dimanche après-midi dans la petite église qu'il avait établie. Contrairement aux tentatives précédentes du révérend Blackburn, Turner ne chercha pas à briser leur silence par la théologie ou les arguments moraux. Au lieu de cela, il leur parla de liberté. Pas seulement la liberté légale qu'elles avaient acquise, mais la liberté intérieure, la liberté de l'esprit. Il leur dit qu'il comprenait que leur silence était une forme de résistance, un sanctuaire qu'elles avaient créé ensemble dans un monde qui avait tenté de les posséder complètement. Il respectait ce choix. Mais il voulait aussi qu'elles sachent que la résistance pouvait prendre d'autres formes maintenant que les chaînes légales étaient brisées. Les jumelles, alors âgées de 34 ans, l'écoutèrent avec une attention intense. Turner remarqua que leurs yeux étaient humides, mais aucune larme ne coula. Elles se tenaient les mains, comme elles l'avaient fait ce premier soir de leur mutisme, 20 ans auparavant. Turner leur posa alors une question qu'aucun autre ne leur avait jamais posée. Il ne leur demanda pas pourquoi elles ne parlaient pas. Il leur demanda si leur silence les rendait heureuses. Cette question sembla les surprendre. Elles se regardèrent longuement, et Turner eut l'impression étrange qu'elles se parlaient réellement à travers ce regard, échangeant des pensées complètes dans le silence. Puis Dina, pour la première fois depuis 20 ans, ouvrit la bouche.
Mais au lieu de parler, elle sourit. Un sourire doux et triste qui contenait toute la complexité de leur histoire. Judith sourit de la même manière, au même instant. Turner comprit alors quelque chose que tous les autres avaient manqué. Le silence des jumelles n'était pas une prison. Ce n'était pas non plus simplement une résistance. C'était une forme de communion, une manière d'exister ensemble dans un espace que personne d'autre ne pouvait pénétrer. Dans un monde qui les avait séparés physiquement, qui avait tenté de les traiter comme des individus isolés et possédables, elles avaient créé un lien qui transcendait le langage ordinaire. Leur mutisme était leur amour. Turner écrivait dans sa lettre qu'il avait quitté cette rencontre avec un sentiment mêlé de mélancolie et d'émerveillement. Ils n'avaient pas brisé leur silence, et il comprenait maintenant qu'il ne fallait pas le briser. Ce silence était sacré à sa manière, un mystère humain qui méritait le respect plutôt que l'intrusion. Les mois suivants, Dina et Judith assistèrent régulièrement au service de Turner. Elles participaient aux hymnes en bougeant leurs lèvres sans émettre de son, une forme de chant silencieux qui troublait et émouvait ceux qui les observaient. Elles devinrent des membres respectés de la petite communauté ecclésiale, leur présence silencieuse acquérant une qualité presque méditative. En mars 1863, 21 ans exactement après le début de leur mutisme, Judith tomba malade. C'était une fièvre qui s'aggrava rapidement en pneumonie. Le docteur local, un jeune praticien récemment arrivé qui n'avait jamais entendu parler de l'histoire des jumelles, fit de son mieux pour la soigner. Mais les antibiotiques n'existaient pas encore, et la médecine de l'époque était largement impuissante face aux infections graves. Dina resta au chevet de sa sœur jour et nuit. Anna, qui aidait à soigner Judith, raconta plus tard que les deux sœurs se tenaient les mains sans interruption, leurs yeux fixés l'un sur l'autre, comme si elles se transmettaient force et réconfort à travers ce contact. Turner vint prier avec elle. Il remarqua que Dina semblait aussi affaiblie que Judith, bien qu'elle ne présentât aucun symptôme de maladie. Elle maigrissait au même rythme, pâlissait de la même manière, comme si la maladie de sa sœur l'affectait directement. Judith mourut le 23 mars 1863, à l'aube, exactement 21 ans jour pour jour, après leur silence. Dans ces derniers instants, selon Anna qui était présente, elle ouvrit les yeux et regarda sa sœur avec une intensité terrible. Ses lèvres remuèrent, comme si elle allait enfin parler. Mais aucun son ne sortit. Elle ferma les yeux et s'éteignit paisiblement, sa main toujours serrée dans celle de Dina. Dina survécut à sa sœur exactement 16 jours. Elle ne montra aucun signe de maladie physique. Elle simplement cessa de manger, refusant toute nourriture qu'on lui proposait. Elle restait assise dans la cabane qu'elle avait partagée avec Judith, fixant le mur, ses lèvres remuant silencieusement dans ce qui ressemblait à une conversation continue avec une présence invisible. Le révérend Turner la visita plusieurs fois pendant ces derniers jours. Il lui parla doucement, essayant de la réconforter, de lui faire comprendre que sa sœur aurait voulu qu'elle continue à vivre. Mais Dina semblait à peine consciente de sa présence. Elle était déjà ailleurs, dans cet espace qu'elle avait partagé avec Judith pendant 21 ans. Elle mourut dans son sommeil le 8 avril 1863. Elle avait 35 ans. Anna et quelques autres femmes de la communauté préparèrent les deux corps pour l'enterrement. Turner officia une cérémonie simple mais émouvante dans le petit cimetière noir qui avait été établi près de l'église. Une trentaine de personnes assistèrent aux funérailles, des gens qui avaient connu les jumelles, qui avaient été troublés par leur silence, qui avaient spéculé sur leur mystère, mais qui tous, finalement, avaient été touchés par leur histoire. Turner prononça un sermon sur l'amour qui transcende les mots, sur les liens qui existent au-delà du langage, sur les mystères de l'âme humaine que nous ne comprendrons jamais complètement. Il ne tenta pas d'expliquer le silence des jumelles. Il se contenta de célébrer leur vie et leur fidélité l'une envers l'autre. On enterra Dina et Judith côte à côte dans deux tombes simples marquées par des pierres de bois qui se désintégrèrent avec le temps. Aujourd'hui, plus d'un siècle et demi plus tard,
Personne ne sait exactement où se trouve leur sépulture. Le cimetière existe toujours, envahi par les herbes et les arbustes, mais les marqueurs ont disparu depuis longtemps. La plantation Riverside elle-même n'existe plus. Les bâtiments furent abandonnés dans les années 1920, puis démolis. Les champs sont maintenant recouverts de forêts secondaires. Il ne reste pratiquement aucune trace physique de ce monde qui fut celui de Dina et Judith. Mais leur histoire, fragmentée et incomplète, a survécu dans quelques documents dispersés. L'article du docteur Ashton dans le Southern Medical Journal, la lettre du révérend Blackburn au Caldwell, la correspondance de Turner, quelques mentions dans les journaux personnels de Margaret Caldwell, et surtout, les témoignages oraux transmis de génération en génération dans les communautés noires de la région. Ces sources, soigneusement rassemblées par quelques historiens au XXe siècle, permettent de reconstituer l'essentiel de leur histoire. Mais le cœur du mystère demeure intact. Pourquoi exactement Dina et Judith ont-elles choisi le silence? Comment communiquaient-elles réellement? Leur connexion était-elle véritablement exceptionnelle, ou simplement le résultat d'une complicité normale entre jumelles amplifiée par les circonstances extrêmes de leur vie? Les explications rationnelles ne manquent pas. On peut interpréter leur mutisme comme une forme de résistance psychologique face à la séparation forcée, un traumatisme partagé qui s'est transformé en pacte silencieux. On peut voir dans leur apparente connexion non pas quelque chose de surnaturel, mais simplement une connaissance intime l'une de l'autre développée depuis l'enfance, permettant de prédire les réactions et les pensées avec une précision remarquable. On peut même suggérer que les témoignages sur leur synchronicité ont été exagérés avec le temps, embellis par la superstition et le désir de trouver du mystère dans une vie quotidienne autrement brutale et déprimante. Tout cela est possible, tout cela est même probable. Et pourtant, quelque chose résiste à ces explications. Les témoignages sont trop nombreux, trop détaillés, trop cohérents à travers différentes sources pour être entièrement rejetés. Le docteur Ashton était un sceptique qui a été forcé d'admettre qu'il ne pouvait pas expliquer ce qu'il avait observé. Le révérend Blackburn, homme de foi et d'éducation, a été suffisamment troublé pour écrire une longue lettre explorant le mystère. Le révérend Turner, peut-être le plus sage de tous, a choisi de respecter ce qu'il ne pouvait comprendre. Dina et Judith ont existé, elles ont vécu dans un monde qui tentait de les réduire à leur valeur marchande, de les traiter comme des objets plutôt que des personnes. Face à cette déshumanisation, elles ont créé quelque chose que personne ne pouvait leur prendre. Un lien qui transcendait le langage, une intimité absolue, un espace partagé où elles pouvaient exister pleinement humaines. Leur silence était leur dignité, leur mystère était leur liberté. Et 21 ans plus tard, ce silence s'est terminé non par des mots, mais par la mort, libérant enfin les deux sœurs de toutes les séparations. L'histoire de Dina et Judith pose une question qui nous trouble encore aujourd'hui. Jusqu'où peut aller le lien entre deux êtres humains? Peut-on véritablement partager une conscience, ressentir la douleur de l'autre, communiquer sans mots? Ou le mystère des jumelles silencieuses n'était-il qu'une illusion créée par des observateurs cherchant du sens dans le chaos de leur époque? Nous ne le saurons jamais avec certitude. Mais c'est précisément cette incertitude qui rend leur histoire si puissante. Elle nous rappelle qu'il existe des dimensions de l'expérience humaine qui échappent à notre compréhension rationnelle, des mystères qui méritent notre respect plutôt que notre scepticisme facile. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir aux limites de notre connaissance et aux profondeurs insondables des relations humaines, laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez du silence des jumelles. Était-ce de la résistance? De l'amour? Un mystère médical? Ou quelque chose d'encore plus profond que nous ne pouvons même pas nommer? Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires oubliées qui défient nos certitudes. Et partagez cette vidéo avec ceux qui apprécient les mystères historiques qui ne se résolvent jamais complètement, car ce sont souvent ceux-là qui nous enseignent le plus sur nous-mêmes. Certains silences, après tout, parlent plus fort que tous les mots.